Donc lorsqu'il y a quelques mois, on m'a demandé de faire un témoignage sur le rôle du mari dans la pratique de la méthode Billings, je me suis vite rendu compte, en fait dès que j'ai dit oui, dans quel guêpier je m'étais fourré, en fait je me suis rendu compte que ça n'allait pas être un cours didactique, ça n'allait pas être un livre de recettes, ça n'allait pas être une liste de conseils, et ce que j'ai réussi à faire c'est un témoignage, donc c'est ce que je vais vous livrer. Voilà. Je me suis arrêté pour réfléchir sur mon rôle auprès de ma femme depuis 29 ans que nous vivons de la méthode Billings. En préambule de mon intervention, je voudrais d'abord vous demander pardon si jamais je choque, heurte des maris ou des épouses à travers mes propos. Ce qui est important, c'est que ce que je vais vous dire, c'est mon histoire. Elle m'appartient. Et à partir du moment où c'est mon histoire, je vous demande simplement de l'accueillir, sans forcément la juger. Et peut-être que cette histoire va vous rejoindre là où vous en êtes. Je l'espère, je le souhaite. Mais dites-vous bien que là, au moment où je vous parle, c'est un pauvre qui parle à d'autres pauvres. Donc on a peut-être quelque chose, chacun à sa portée. Donc, je vous l'ai déjà dit, nous vivons de la méthode Billings depuis 29 ans. Nous sommes mariés depuis 31 ans. Nous nous sommes connus en classe de 4e. Et nous nous sommes mariés à 25 ans. Donc, tout de suite, j'ai su que cette jeune femme, qui était belle, et c'est un imparfait de narration, hein, parce qu'elle l'est toujours, serait ma femme. Voilà, Anne serait ma femme, mon épouse. Et effectivement, on a vécu une longue période d'amitié. Et rapidement, je vais quand même déclarer ma flamme. Et tout aussi rapidement, on a abordé le sujet de la sexualité au travers de notre désir d'enfant. Donc on en a parlé rapidement. Nous nous sommes mariés et nous avions 25 ans. Donc les premières années de notre mariage ont été marquées par la pratique de notre propre méthode, que je vous recommande si vous voulez avoir moins de 15 mois entre deux enfants. Donc rapidement, on a rencontré un couple moniteur, après bien des difficultés, et on a été tellement séduits par cette méthode Billings que nous nous sommes formés très rapidement pour ensuite l'enseigner à notre tour. Et là, je rentre dans le corps du sujet. Je me suis immédiatement rendu compte que la méthode Billings me permettait, à moi, homme, mâle, d'avoir des repères pour gérer ma sexualité. Car dans ce domaine, je me suis rendu compte, dès l'adolescence, que j'étais facilement prêt. Et je me suis immédiatement rendu compte que la pratique de cette méthode, et surtout les comportements qu'elle induisait en moi, vis-à-vis de ma femme, me permettaient de prendre ma pleine responsabilité dans le domaine de notre fécondité. D'abord, le fait que cette méthode me permette de découvrir le cycle de ma femme, me permette d'appréhender le corps de ma femme comme une merveille de la création, d'apercevoir que son cycle, c'était vraiment une horlogerie suisse qu'il fallait, autant que faire se peut, ne pas dérégler, de la contempler comme une créature du Seigneur. Tout ça, ça m'évitait de m'isoler, comme je savais le faire, où je rentrais quand même facilement dans une espèce de niche tout à fait masculine, sans rien vouloir reconnaître du corps de ma femme, de sa psychologie, que au début je voulais mettre un petit peu de côté. Je me suis vite rendu compte également que la mesure de ma sexualité ne me venait pas d'un instinct naturel, comme chez l'animal mâle. Je me suis rendu compte que je n'avais pas de besoin sexuel. Je n'ai pas identifié dans ma personne de période de rut. Voilà. J'ai des pulsions sexuelles, certes, et ces pulsions, il me faut les transformer en désir, et en désir orienté vers ma femme. Je me suis rendu compte également que mon premier organe sexuel, c'était mon cerveau. Et que l'éducation de ma vue, qui est la première stimulation, pour moi, homme, était importante, et que j'avais à éduquer ma vue. Je me suis rendu compte également que la mesure de ma sexualité me venait de celle que le Seigneur en fait avait mise à mes côtés pour être une aide à mon humanité,
comme le dit Jean-Paul II dans sa catéchèse sur la théologie du corps. Je me suis aperçu également que mon activité sexuelle devait trouver sa règle et sa mesure dans ses rythmes à elle. Adolescent, je me souviens avoir été angoissé par les premières érections où on se dit « mais qu'est-ce que je vais en faire ?» Si ça m'arrive à tel ou tel endroit, qu'est-ce que j'en fais avant de comprendre ce que c'était et comprendre que je pouvais maîtriser cette érection. C'est en connaissant ma femme, donc dans les élans de son propre corps, dans ses attitudes biologiques d'abord, psychologiques ensuite, et ça c'est important, j'en parlerai, que j'en ai fait ma compagne, et que j'ai fait de mon épouse la chair de ma chair. Alors certes, il me semblait initialement que je n'avais pas besoin de toute cette connaissance pour satisfaire mon plaisir sexuel. Mais cela m'est vite apparu impératif pour l'équilibre de ma sexualité, masculine donc, tant biologique que psychologique. En effet, et nous en avions discuté longuement pendant notre période de fiançailles, je ne voulais pas que nos unions, et donc le plaisir sexuel inhérent, ne soit qu'une simple détente nerveuse et physique. Je voulais donner à cette union le sens profond d'un achèvement qui soit aussi une raison d'être. Je souhaitais que, entre mes bras, évidemment, vibre ma compagne, mais que cette vibration ne soit pas le simple ébranlement nerveux de l'ordre de la spontanéité de l'instinct dont je parlais tout à l'heure. Et je voulais que tout cela, ça devienne la synthèse de tous mes sentiments, et surtout, et je l'ai découvert au fur et à mesure, le fruit d'un don mutuel. Et je percevais que c'était vraiment là, l'acte du don, l'acte de l'amour. Ainsi, j'ai compris, grâce à l'amoureuse pédagogie d'amour de ma femme à mon endroit, que pour arriver à la rejoindre dans ses profondeurs, dans toutes ses profondeurs, je devais d'abord la reconnaître comme femme, son intégrité de femme, et l'accepter, et accepter l'intégrité de sa sexualité, qui est différente de la mienne, mais j'y reviendrai. Alors d'abord, j'ai découvert qui était ma femme en réfléchissant dans la cuisine, en regardant, à l'époque, on avait une cuisinière mixte. Et je me suis rendu compte que le brûleur au gaz, c'est moi. Vous tournez, vous cliquez, ça brûle, ça chauffe, tout de suite. Vous éteignez le gaz, ça s'éteint tout de suite, et ça redevient froid. Ça, c'est moi. Je me suis aperçu que ma femme, c'était la plaque électrique. Vous tournez le bouton, vous attendez un petit moment avant que ça chauffe. Mais ça va atteindre la même intensité que le gaz. Donc elle va me rejoindre, si je sais l'attendre. En revanche, quand vous coupez le bouton d'une plaque électrique, avant que ça refroidisse, vous allez attendre un petit peu. Là, j'ai compris plein de choses de ce qui se passait dans notre alcôve. Donc je remercie encore ma cuisinière mixte. Autant dire que, ayant accédé à cette connaissance, je ne pouvais plus faire du cycle menstruel de ma femme une simple variation d'humeur considérée comme ma croix mensuelle à moi. Je devais composer avec tout cela. J'ai compris par ailleurs que le Seigneur ne m'avait pas donné une partenaire sexuelle. Il m'a donné une femme, appelée à être mon épouse, et surtout la mère de mes enfants. Et je suis véritablement persuadé, à l'âge que j'ai, que la sexualité masculine ne peut pleinement s'épanouir en dehors de cette vocation. Et je suis reconnaissant à mon épouse de m'avoir éveillé au bel amour. Et ça n'a pas toujours été facile. En effet, nous ne sommes pas l'un en face de l'autre comme deux systèmes clos. Et s'il y a nécessaire complémentarité, elle ne se trouve pas dans la jonction d'un partenariat, fût-il amoureux. J'ai donc développé, ou essayé de développer, avec beaucoup d'amour, une bienveillante attention envers mon épouse. Une bienveillante attention qui s'est transformée en complicité.
Alors bien sûr, je suis très attentif aux variations, comme on dit, de mon épouse. Je l'appelle au téléphone pour lui demander où en es-tu? Et là, elle me répond invariablement, t'es tout seul? Je dis non, mais qu'est-ce que j'ai posé comme question? Que veux-tu qu'il pense? Comment te sens-tu? Alors qu'il y a 20 personnes ou 30 personnes autour de nous. Je lui demande simplement comment elle se sent. Elle a compris, elle. Elle a compris, elle, que je peux simplement partager sur un sujet important qui nous appartient avec amour, humour, hein, et c'est important parce que ma femme sait que je l'aime. Ma femme sait que je fais attention à elle, et ma femme surtout sait que je la désire. Et ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que je lui poserais cette question si je ne la désirais pas? Je prends simplement soin d'elle. Je me suis rendu compte combien il est important de se dire les choses dans le domaine de la sexualité. D'abord pour pouvoir tenir un tableau, ce fameux tableau d'observation, sans lequel il est illusoire de prétendre pratiquer la méthode Billings. Et que nous l'enseignons sans être capable de montrer notre tableau. Là, il y a un problème. Si jamais on n'est pas capable de montrer notre tableau au couple, qu'il soit fiancé ou marié, qui vient nous voir. Alors, dans les débuts, je me suis rendu compte combien je pouvais aider mon épouse à dire où elle en était. La fameuse question, c'est sec ou c'est humide? Invariablement, Anne me disait, c'est mouillé. Moi, ça ne me correspondait pas. Moi, j'avais besoin de marquer oui ou non. Et pour moi, donc, l'observation se réduisait à c'est blanc, c'est noir, c'est oui, c'est non. Hein, mais on ne tergiversait pas sur un qualificatif que la femme essaye de trouver. Hein. Donc, en notant, ou en aidant à noter sa perception, je me suis rendu compte que je l'aidais à prendre confiance en elle, simplement parce qu'elle avait confiance en moi, qui allait marquer quelque chose de fiable. Ça, c'est très important. Je me suis rendu compte également que la tenue de ce tableau matérialisait souvent l'état de nos relations. Parce que tenir un tableau pendant 6 mois, c'est facile. Pendant 29 ans, ça pourrait être l'objet d'un autre témoignage. Parce qu'effectivement, si je me désintéresse de ma femme, eh bien, elle se désintéresse de son cycle. Tout simplement. À quoi bon s'observer, puisque mon mari ne s'intéresse pas à moi? Et comme il est difficile pour la femme, en tout cas la mienne, de faire mémoire de plus de 3 jours de sensations physiques, je vous laisse imaginer mon retour vers ma femme. 1 semaine s'étant écoulée sans observation, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines à droite, là. Le tableau, il est vierge. Il n'y a aucune indication, il n'y a aucune gommette, il n'y a rien du tout. Et là, je lui dis, benoîtement, mais au fait, ma chérie, où en es-tu? Et là, je me sens mal. Et mal, vous l'écrivez comme vous voulez. Parce que cette demande-là, elle n'a plus rien. Mais vraiment plus rien à voir avec la demande affectueuse et amoureuse. Cette demande est la plupart du temps intéressée. Ça fait quand même 4 semaines qu'on n'a pas mis notre tableau, donc ça fait 4 semaines qu'on ne s'est pas unis. Et souvent, cette demande, elle paraît grotesque à la femme. Ma femme, donc, ne s'observe plus, car elle n'est plus l'objet de ma bienveillance, de ma bienveillante attention. Et nous nous retrouvons bien malheureux, dans les bras l'un de l'autre. Et là, nous qui habituellement nous attendons, eh bien, véritablement, nous nous abstenons. Parce que, au sens littéral du terme, dans le doute, on s'abstient. Et ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut vivre. Alors bien sûr, on se promet de faire en sorte que ce tableau soit rempli, jusqu'à la prochaine fois. D'autant plus que nous ne fonctionnons pas de la même façon. Notre mode de fonctionnement, je vais vous donner un exemple tout bête, peut s'expliquer par la manière dont nous rangeons nos affaires propres. Alors moi, je dispose d'un instrument qui s'appelle un portefeuille. Et dans mon portefeuille, j'ai des compartiments.
Et dans ces compartiments, j'ai mes papiers d'identité, j'ai mon argent, j'ai mes moyens de paiement, j'ai mes cartes de visite, enfin voilà, tout est hyper compartimenté. Ma femme, elle dispose d'un accessoire hors du commun qui s'appelle un sac à main, dans lequel tout est mêlé. Moi, j'ai déjà essayé de chercher quelque chose dans le sac à main de ma femme. Je n'ai jamais réussi à trouver ce que je cherchais. Eh bien, dans la vie quotidienne et amoureuse, c'est un peu la même chose. Nous fonctionnons de la même façon. Moi, j'ai des compartiments. J'ai le compartiment travail, j'ai le compartiment famille, j'ai le compartiment loisirs, et j'ai un compartiment qui s'appelle le compartiment sexe. Et moi, je peux facilement aller d'un compartiment à l'autre. Ça ne me pose aucun problème. Je suis ainsi capable de demander, en toute bonne foi, une union, une relation sexuelle à ma femme, alors qu'il y a un quart d'heure, on était en train de s'engueuler. Ça ne me pose aucun problème. J'ai simplement changé de compartiment. Alors que Anne et son sac à main, c'est pas du tout la même chose. Je vous l'ai dit, tout est mêlé. D'où l'incongruité de ma demande vers ma femme, qui, elle, n'a pas encore changé de compartiment. Et qui me regarde en se disant, mais il n'a rien compris. Comment est-ce qu'il peut réclamer une union alors que moi je suis encore dans ma colère? Donc voilà comment on fonctionne l'un et l'autre. Quand on le sait, ça va un peu mieux. Cette relation de complicité dont je parlais tout à l'heure est très importante, car elle me permet d'être acteur, et non pas mendiant. Et là, mesdames, qui allez pratiquer la méthode Billings, je vous en prie, ne transformez pas vos maris en mendiants. Parce que là, vous portez atteinte à leur dignité d'homme. Vous allez me dire, il faut qu'ils prennent leur place. Je suis tout à fait d'accord. Donc, messieurs, prenez également votre place. Sachez qui vous êtes et qui vous avez en face. Mais ce mari mendiant, c'est certainement l'écueil principal que j'identifie dans la pratique de la méthode Billings. Ça peut être un écueil. Si justement la méthode n'est appliquée que comme une méthode, au lieu d'être un art de vivre. Je vous ai dit tout à l'heure que nous ne nous abstenons jamais, ou rarement, quand le tableau n'est pas rempli. C'est vrai, nous nous attendons. C'est plus positif, et c'est vrai dans le sens intrinsèque du terme. En fait, nous vivons de rendez-vous d'amour en rendez-vous d'amour. C'est merveilleux de pouvoir dire à son épouse « Je suis très heureux car je sais que dans quelques jours, si nous le décidons, nous nous retrouverons pour nous offrir l'un à l'autre. » D'abord, c'est important parce que si je dis ça, à ce moment-là, c'est que ma femme est rentrée dans sa période féconde et qu'on a décidé, en notre âme et conscience, de ne pas donner la vie. Mais le problème, il n'est pas là. Ma femme rentre en période féconde, certes. Moi, je suis fécond en permanence. Depuis ma puberté, et certainement pas très loin de ma mort. Je vous demande de réfléchir à ça. L'homme, il est toujours fécond. La femme est féconde quelques jours pendant son cycle. Donc c'est, chez nous, cette demande, ça fait partie des préliminaires. Et les préliminaires, pour la femme, c'est important. Imaginez 3 jours préliminaires. Enfin, je rêve là, mais dites à votre femme, chérie, dans 3 jours, on va se retrouver. Là, vous touchez son cœur. Vous touchez son cœur, et elle va avoir ça dans le cœur. Et si l'union des cœurs précède l'union des corps, je ne vais pas dire que vous avez gagné, mais ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux. J'avoue que les préliminaires, j'en ai pas forcément vraiment besoin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je sens quand même relativement vite prêt. Mais je sais que ma femme a entendu ma demande dans son cœur. Que l'union des corps va être précédée par l'union des cœurs. Et
cette union des cœurs devrait être le préambule à toute union physique. Également, la prière peut être le préambule de notre union. Seigneur, ce soir, avec ma femme, nous n'allons plus former qu'une seule chair. En fait, Anne, elle n'est pas au courant, là. Je te rends grâce de cette union. Je te rends grâce de cette union pour la joie profonde que nous allons éprouver ensemble. Donne-moi la grâce, Seigneur, de me donner totalement à mon épouse et de la recevoir comme un présent. Je ne résiste pas à vous lire ce passage de la Bible dans lequel il est fait mention de la méthode Billings. Il s'agit des versets 5 à 6 de 1 Corinthiens 7. Écoutez bien. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps donné, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Dans ces versets, il y a un équilibre qui me paraît fondamental pour notre vie de couple. Ne pas se priver l'un de l'autre et prier ensemble. Effectivement, il y a un équilibre entre le temps de prière et le temps qu'on peut passer à se faire des câlins. Je vous ai dit que cette union, nous la percevions, nous la vivions comme un rendez-vous d'amour. Et bien moi, quand j'ai un rendez-vous, qu'il soit d'amour ou pas, quand on m'a invité, je fais des efforts. Je fais l'effort d'arriver à l'heure. Je rentre quand on me dit de rentrer. Je peux effectivement rentrer plus tôt du boulot, avec pourquoi pas un bouquet pour fleurir notre alcôve. Ben voilà, j'ai un rendez-vous et je prépare ce rendez-vous. On arrive avec un bouquet de fleurs, alors là, pour les enfants, ça y est, c'est du sérieux. Là. Papa, maman s'aiment. Il se passe quelque chose. Vous êtes rendu compte, pas pour ceux qui ont des enfants, que lorsqu'on est debout, l'un contre l'autre, qu'on se fait un petit câlin, l'enfant, il vient. Il vient nous séparer, semble-t-il. Ben, pas du tout. L'enfant, il vient à la source de sa vie. Il vient là où il a été conçu, l'amour de ses parents. Et voir ses parents qui s'aiment, non pas dans la relation sexuelle, hein, attention à ce que je dis, mais quand il voit des parents qui font preuve de tendresse et d'amour, l'enfant, il sait qu'il est aimé, désiré, et qu'il vit. Et là, ses besoins affectifs, ils vont être remplis. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet qui n'est pas facile, c'est la période d'attente, justement. Ne pensez pas que nous magnifions cette période d'attente. Ce n'est pas le centre de notre vie. Mais cette phase de notre amour demande une grande attention. Alors souvent on dit, oui, c'est une période de câlin. Oui, mais il y a câlin et câlin. Enfin, surtout actuellement, hein, je sais qu'il y a 28 ans, quand on enseignait les autres Billings, on disait, voilà, on s'aime autrement. Ben, il faut préciser les choses maintenant. Parce que s'aimer autrement, ça peut être n'importe quoi. Et c'est pas parce qu'on est marié qu'on peut faire n'importe quoi. S'aimer autrement, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. C'est le temps des câlins. Il y a câlin et câlin. Je me suis rendu compte que il faut que je me rende compte que lorsque, par des caresses, j'amène mon épouse au bord d'une véhémente émotion charnelle, et qu'ensuite, sous prétexte de la respecter, je dis « Oh là, stop !» On arrête. Elle est dans un état à la fois physique et psychologique qui, à mon sens, n'est pas en train de faire grandir notre amour. Donc là, on a quand même beaucoup réfléchi à cette période où, effectivement, il s'agit de se faire des câlins, des marques de tendresse, mais que nous sommes ainsi faits qu'il y a effectivement des caresses qui ne supportent pas le freinage, quoi. Et là, vous êtes parti, et ensuite, vous pourrez toujours dire « Bah oui, la méthode Billings, ça ne marche pas. » Et c'est pas que la méthode Billings, ça ne marche pas, c'est que notre amour,
il nous appartient. Et que si on fait ce qu'il faut pour aller jusqu'à une union et un don total complet, c'est parfait. C'est notre amour qu'on réalise. Alors qu'après, effectivement, ça aboutisse sur une naissance, on a pris nos responsabilités. Il faut en avoir conscience. Et voilà ce que je voulais vous dire sur cette période d'attente on doit avoir en tête que notre amour est un don réciproque, absolu, gratuit, et qui peut donner la vie. Toujours l'avoir à l'esprit. Enfin, je terminerai par vous partager ce que ce fameux don éveille en moi. Ma femme m'a humanisé. C'est elle qui m'a fait homme. Et bel homme en plus. Elle m'a permis d'être don de moi-même. Et ça c'est important parce que ce n'est pas inné chez l'homme. Autant la femme a besoin de toucher le cœur de son mari pour qu'il comprenne ce que c'est que le bel amour, autant la femme, elle a besoin de son mari pour se donner physiquement. Parce que ce n'est pas évident de se donner physiquement pour une femme. Parce qu'elle donne tout. Il y a une pédagogie d'amour à mettre en place entre les deux. Donc en accueillant ma femme comme don d'elle-même, je me reconnais moi aussi comme un être fait pour le don et la communion. Pas seulement l'union, la communion. Je me vois aussi comme celui qui a la tâche de conduire ma femme à l'expression totale du don d'elle-même qui va se manifester dans la maternité. Alors vous voyez que j'ai parlé un petit peu longtemps là, mais on est loin, très loin de la considération du sexe comme l'expression d'une mutuelle captation en vue d'un paroxysme du plaisir. C'est pas tout à fait ce qu'on vit. Et pourtant c'est merveilleux. Finalement, je remercie le Seigneur véritablement de me faire reconnaître ma propre humanité, mon propre état d'homme, à l'aide de la femme qu'il a mise près de moi, et de me faire comprendre pourquoi il est dit que la femme est une aide assortie à l'homme.